de Pascal Adoko, secrétaire général adjoint de la CDPA, a suscité une profonde réflexion, notamment au sein du cadre permanent de concertation CPC, qui regroupe la majorité des partis politiques du pays. Dans un communiqué, l'institution a salué la mémoire de Pascal Adoko, le qualifiant de figure politique de premier plan et dont les idées et l'engagement ont marqué les débats politiques nationaux. Selon le cadre permanent de concertation, Pascal Adoko est l'une des figures emblématiques de l'opposition au Togo. En tant que secrétaire général adjoint, chargé des affaires politiques de la CDPA, il était un pilier indéfectible, symbole de l'engagement pour un Togo plus juste. Sa détermination et sa passion pour la lutte politique en faisaient un acteur respecté de la scène nationale. La classe politique togolaise pleure ainsi, loin de ses acteurs les plus passionnés et dévoués, et adresse ses plus sincères condoléances à la CDPA, à la DMP, ainsi qu'à sa famille, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans le paysage politique du Togo. Le CPC est l'une des recommandations issues de la concertation nationale des acteurs politiques, CNAP. Il offre aux acteurs un espace d'échange sur des questions d'intérêt national, sociopolitique, économique, culturel, sanitaire, sécuritaire et contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population. Depuis le 11 mars, le paysage politique togolais est en deuil suite à la disparition de Pascal Adoko. Ce dernier a été emporté brutalement par la mort à l'âge de 68 ans, laissant un vide immense tant au sein de son parti qu'auprès de la classe politique togolaise. La chefferie traditionnelle togolaise se prépare à une profonde réorganisation visant à optimiser son fonctionnement et à renforcer son rôle au sein des communautés locales. Une tournée nationale est en cours pour collecter des données de base sur les chefs de canton et de village. L'objectif est de rendre la chefferie plus visible et de confronter les données à la réalité du terrain. Cette démarche s'inscrit dans une avancée de la modernisation et de reconnaissance du rôle des chefs traditionnels dans la gouvernance locale. L'initiative portée par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière vise également à créer un fichier national fiable permettant de centraliser les informations relatives aux chefs traditionnels. Garant des us et coutumes, ces derniers jouent un rôle essentiel dans la médiation sociale, la préservation du patrimoine culturel et la gestion des affaires communautaires. En effet, l'impact de cette restructuration est attendu sur plusieurs plans. Elle devrait permettre une meilleure coordination entre l'administration et les chefs traditionnels, facilitant ainsi la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. De plus, un répertoire national permettra une meilleure gestion des ressources et une plus grande transparence dans le fonctionnement de la chefferie traditionnelle. Le Togo s'apprête à entamer une nouvelle saison de pluie selon l'Agence nationale de la météorologie ANAMET. En effet, pour la période allant de mars à juin 2025, les prévisions indiquent des variations régionales significatives. Le sud de la région maritime et le nord de la région centrale devraient connaître des précipitations déficitaires durant mars, avril et mai. Par contre, le reste du territoire bénéficiera d'une pluviométrie normale à excédentaire. La tendance connaîtra une évolution favorable pour la période d'avril à juin. Sur cette période, l'ensemble du pays devrait enregistrer des précipitations normales à excédentaires. Par ailleurs, la publication de ces résultats, qui couvrent notamment les mois de mars à juin, permet d'optimiser les productions auprès des agriculteurs du sud Togo. Sur le plan hydrologique, l'on note à travers les prévisions d'ANAMET une situation excédentaire dans le bassin du Mono inférieur et une situation normale à excédentaire au niveau du bassin du lac. Le Togo et les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont lancé la phase pilote de l'interconnexion de leur système d'information douanière sur le corridor Lomé-Bamako. Cette initiative vise à sécuriser, simplifier et accélérer le transit des marchandises, notamment celles en provenance du port de Lomé à destination du Mali. Le projet repose sur l'automatisation des procédures douanières grâce au système Sidonia World, permettant un traitement plus rapide et transparent des marchandises en transit. En facilitant la gestion du transit, il s'agit également de lutter contre la fraude et d'optimiser les recettes fiscales des États concernés. Le corridor Lomé-Bamako, le premier à être interconnecté, servira de modèle
pour d'autres axes commerciaux régionaux comme Lomé-Ouagadougou et Lomé-Niamey. Cette phase pilote s'inscrit dans une stratégie plus large pour renforcer la position du port de Lomé en tant que porte d'entrée principale pour les échanges entre l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. En outre, elle vise à pallier les défis économiques et sécuritaires actuels, notamment les sanctions de la CEDEAO contre les régimes militaires du Sahel qui ont exacerbé les tensions commerciales dans la région. Cette initiative est un moyen pour ces nations de moderniser leur administration douanière et de faciliter les échanges transfrontaliers dans une région confrontée à divers défis économiques et sécuritaires. Sur toutes les unes des journaux, l'actualité de la guerre et les futurs pourparlers annoncés par l'Angola. La presse congolaise analyse la rencontre hypothétique mardi prochain entre les protagonistes. Rendez-vous piège le 18 mars à Luanda ou encore l'inédit face-à-face entre le M23 et le président Tshisekedi. Côté parti politique, la question de la guerre prend toute la place lors de ce meeting du parti AFDC-A, avec notamment la dénonciation de l'agression rwandaise. Mais pour ce sénateur Bahati Lukwebo, tous les moyens sont bons à prendre désormais pour parvenir à la paix. L'AFDC-A et son autorité morale soutiennent tout schéma qui pourrait conduire à une paix rapide et durable et la récupération de tous les espaces occupés par les agresseurs. À Kinshasa, le groupe Rien sans les femmes s'est lui aussi réuni pour faire entendre la voix de toutes celles victimes du conflit. Stop au va-t-en-guerre, elles veulent tout faire pour arrêter la spirale des violences. Par rapport à tous les conflits qui se passent actuellement à l'Est, ce sont les femmes qui sont les principales victimes. Aujourd'hui, le viol est utilisé comme arme de guerre et les femmes en payent un très lourd tribut. En tant que femmes, nous demandons à ce que la femme puisse être prise en compte dans les différentes délégations qui prendront part dans ces différents processus pour les négociations pour la paix. Là encore, le dialogue est prôné par ces militantes. Côté militaire, la nouvelle parvenue ce jeudi du retrait des soldats de la SADC a encore changé la donne. Mais les autorités tentent de minimiser la portée du départ de ces troupes censées appuyer l'armée gouvernementale. Cette force militaire de la SADC se trouve encerclée par l'armée rwandaise et par les groupes terroristes du M23. Cette force n'est pas en mesure de pouvoir exercer son mandat convenablement. Ce qui importe, c'est que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est défendue au jour le jour par le président de la République et par les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. C'est le plus important. Jusqu'à maintenant, le président Tshisekedi a toujours refusé un dialogue avec le M23. Seule réponse officielle à la proposition angolaise de négociation, les autorités congolaises ont pris acte, sans plus de précision sur une participation ou non du président à une éventuelle rencontre. Environ 1300 soldats de la SADC s'apprêtent à quitter le sol congolais alors que le M23 soutenu par le Rwanda progresse. En dépit de quelques sanctions diplomatiques, Kigali dit défendre sa souveraineté. Pour l'analyste congolais Christian Moleka, cette démarche fait le lit de l'instabilité dans l'Est. La complexité de la question congolaise, c'est que les parties prenantes ont toujours joué à l'équilibrisme, une forme de funambulisme où on donne un point à Kinshasa et on donne un point à Kigali. Cette approche équilibriste est défavorable à Kinshasa. Autant on a donné à Kinshasa la posture diplomatique nécessaire, les premières sanctions et des accusations claires vis-à-vis du Rwanda, autant également on donne au Rwanda des petits points qui équilibrent les acteurs. Cette position, malheureusement, ne réglera pas le problème fondamentalement. Et donc, il va peut-être calmer les choses aujourd'hui, mais il faut à un moment donné que la communauté internationale s'assume, que l'on reconnaisse qu'il y a un agresseur et un agressé. Le départ de la SADC de la RDC est perçu comme un échec stratégique. Kinshasa pensait faire plier le M23 comme en 2013. Cependant, les forces congolaises manquent de moyens. Il y a des réformes importantes à apporter dans l'appareil sécuritaire. Il faut une cohésion intérieure, il faut ramener une sérénité à l'intérieur et ça dépendra de la capacité du président à manœuvrer à la fois les leviers politiques pour construire une vraie cohésion à l'intérieur, à réduire les sources de conflits intérieurs, à mettre en place les réformes nécessaires, notamment dans le commandement militaire, pour avoir une armée capable de dissuader sur le terrain. La RDC, bien que réticente, doit se résoudre au dialogue avec le M23 sous l'égide de Luanda, souligne Christian Moleka.
Mais Kinshasa a très peu de marge de manœuvre pour ne pas aller à Luanda. Les pressions diplomatiques internationales sont également sur Kinshasa pour ouvrir des possibilités de négociation directe. On l'a vu dans la résolution 2073, on l'a vu à l'Union africaine, on l'a vu dans le sommet conjoint EAC-SADC qui appelle à des négociations directes. Il y a une réalité sur le terrain également. On sait que le M23, au-dessus de Kivu, continue à avancer. Hier, on parle de l'île de Idjouи qui a été récupérée par les M23. Et donc, la crainte, c'est de voir les combats se déployer sur le Kindu, le Maniema, sur la Chopo Kisangani ou sur le Katanga. Et donc, ce risque d'extension des combats pèse également sur Kinshasa. En attendant, la situation sécuritaire et humanitaire reste tendue au Nord Kivu. Face à cette crise, le HCR demande une mobilisation internationale immédiate. Dans cette forêt du territoire de Béni, tout comme dans le reste du Nord Kivu d'ailleurs, la terre est particulièrement fertile. Trop peut-être face à l'appétit dévorant des groupes armés implantés dans la région. Nous cultivons nos champs avec la peur d'être massacrés car le cacao est très convoité, que ce soit par les rebelles ou même par nos soldats. Ils veulent tous du cacao. Faut dire qu'en quelques années, la petite fève de cacao s'est transformée en véritable or brun sur les marchés mondiaux. Plus que toute autre matière première agricole, son cours bat tous les records, son prix a quasiment triplé, ne serait-ce que l'année dernière. Le cacao est la plus grande cause de la guerre. Sans lui, elle aurait peut-être déjà pris fin. La plupart des massacres ont lieu dans les champs. Et bon nombre de producteurs témoignent régulièrement avoir échappé à plusieurs embuscades tendues par les groupes armés, à tel point que bon nombre d'entre eux ont tout simplement décidé d'abandonner leurs champs, tout comme leurs employés. Je ne vais plus cultiver à cause des tueries qui se passent tous les jours. Alors je viens travailler ici en ville à l'Office national des produits agricoles du Congo, afin de nourrir nos enfants. Un véritable manque à gagner pour toute une filière qui représente, avec celle du café, lui aussi très prisé pour sa qualité, 20% du PIB du pays. Plus largement, les groupes armés font main basse sur la plupart des produits agricoles pour alimenter les réseaux de contrebande avec l'Ouganda voisin. Jusqu'à 80% des récoltes seraient ainsi détournées dans ce marché parallèle. Nous sommes malheureux de voir que c'est notre force en termes de produits de nos terres qui malheureusement contribue au financement des personnes qui nous tuent. Plusieurs ONG dénoncent régulièrement le manque de contrôle dans un pays où la corruption est endémique. D'ici la fin de l'année, l'Union européenne prévoit de ne plus reconnaître le label bio attribué au cacao congolais, en raison notamment de cette insécurité qui empêche les inspecteurs de se rendre sur place. Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent sur une proposition controversée des États-Unis et d'Israël visant à déporter des Palestiniens de Gaza vers certains pays africains, dont la Somalie, suscitant une vague d'indignation. À Mogadiscio, la réponse est sans appel. Le gouvernement somalien a catégoriquement rejeté cette idée. En tant qu'homme politique somalien, je ne pense pas que cette proposition sera bien reçue en raison des circonstances qui prévalent dans ce dossier. Nous sommes conscients que les médias grand public en parlent et nous connaissons déjà la réaction immédiate des pays arabes voisins. Ceux qui sont les plus impliqués dans la défense des Palestiniens, comme l'Égypte, la Jordanie ou l'Arabie saoudite. Cette proposition s'inscrit dans un projet plus large porté par Donald Trump et viserait à vider Gaza de ses habitants pour en faire une zone touristique. Mais dans ce contexte, ces déplacements forcés relèvent du crime de guerre. Je trouve que le projet du président américain Donald Trump visant à déporter la population de Gaza est irréalisable. Cela reflète la pensée simpliste de Trump et je doute que les Palestiniens ne l'acceptent car la Palestine est leur patrie. Il n'y a pas de meilleur endroit pour eux que leur propre pays. S'ils sont contraints de partir, chaque musulman en portera la responsabilité et prendra la défense des Palestiniens. Les dirigeants des pays de la Ligue arabe ont adopté, à l'initiative de l'Égypte, un plan de 53 milliards de dollars prévoyant la reconstruction de Gaza sans en déplacer ses habitants.
L'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis, Ebrahim Rasool, a été expulsé par Washington et déclaré persona non grata. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio l'accuse de haïr Donald Trump et d'attiser les tensions raciales. Son expulsion, jugée regrettable par Pretoria, intervient alors que les relations entre les deux pays se durcissent. Rubio a pris cette décision après un discours de Rasool sur les politiques de Trump et les changements démographiques aux États-Unis. L'ambassadeur évoquait la montée du mouvement MAGA et le rôle d'Elon Musk dans la mobilisation de l'extrême droite. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump critique la politique sud-africaine envers les descendants de colons européens et a même mis en place un programme d'asile pour les Afrikaners. Cette expulsion s'ajoute aux tensions liées à la nouvelle loi sud-africaine sur l'expropriation des terres que Trump et Musk dénoncent comme discriminatoire envers les Blancs, bien que Pretoria affirme qu'elle vise à corriger les injustices de l'apartheid. À Charlevoix, au Canada, les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont réunis vendredi pour aborder les crises qui secouent le monde. Au cœur des discussions, les conflits en Afrique, notamment en RDC et au Soudan, la guerre en Ukraine ainsi que la situation en Haïti et la crise au Moyen-Orient. Face à ces défis sécuritaires et humanitaires, les diplomates du G7 ont adopté une position unifiée. À l'issue de cette réunion du G7 qui se déroule à un moment extrêmement important, 50 ans après la création du G7, je pense que nous verrons une position unifiée, une déclaration détaillée sur l'Ukraine, la crise au Moyen-Orient, la guerre en RDC, au Rwanda et bien sûr au Soudan, ainsi que les préoccupations concernant l'activité de la Chine en mer de Chine méridionale et le comportement du président vénézuélien Maduro. Tout cela nous a unis aujourd'hui. Nous tiendrons un langage ferme sur toutes ces questions, car il s'agit d'une conférence unifiée au cours de laquelle nous avons trouvé un terrain d'entente, et je me réjouis de l'effort et du sentiment de chaleur qui existe entre les partenaires du G7. Un message fort, mais au-delà des déclarations, reste à voir comment ces engagements seront traduits en actions concrètes, notamment en prévision du prochain sommet du G7 prévu en juin 2025.